Alors, cette soirée est composée de deux parties. En premier lieu, nous allons rendre hommage, commémorer André Laurando, dont c'est cette année le 40e anniversaire de sa disparition. Et pour ce faire, nous avons pensé traiter trois fragments de la vie de cet intellectuel engagé, donc trois moments dans sa vie. Le premier, c'est ce qui, sans doute, a contribué largement à sa socialisation et à l'aspect moderne de la pensée de Laurando, c'est son séjour en Europe. Et c'est le professeur Yvan Lamonde de l'Université McGill qui va nous faire une brève présentation des acquis intellectuels de Laurando, je pense, à l'occasion de son séjour en Europe. Deuxième moment qui nous a semblé important dans la vie de Laurando et qui est directement relié à l'Action nationale, c'est sa période, ou je devrais dire ses deux périodes, où il a été le directeur de la revue L'Action nationale. Et troisième moment clé, celui-là, c'est le rôle qu'il a joué à l'occasion de la commission qui porte son nom, la commission Laurando-Danton, ou la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Donc, cette première partie de la soirée devrait prendre environ 1 heure. Chaque intervenant va faire un exposé de 15 minutes. Et évidemment, par la suite, nous aurons une discussion et une réflexion collective, puisque Laurando, si on le célèbre aujourd'hui, c'est bien sûr l'occasion d'un anniversaire, mais il y a peut-être aussi des raisons plus fondamentales politiques, au sens où nous avons souvent l'impression que la période, la conjoncture actuelle, nous amène vers le retour au passé. Nous semblons, en tout cas dans le débat politique, revenir au débat qui avait cours au début des années 60. Et Laurando est celui qui a peut-être poussé le plus loin le projet de l'autonomisme québécois, le projet d'un fédéralisme décentralisé. C'est une avenue que certains voudraient encore une fois reprendre. Alors ce sera peut-être intéressant de voir comment Laurando, lui, a défini cette orientation stratégique pour l'avenir du peuple québécois et quel sort l'histoire a réservé à cette orientation stratégique. Donc la deuxième partie va être consacrée à la remise du prix André Laurando. Ce prix est décerné annuellement à l'auteur du meilleur article qui a été publié par la revue L'Action nationale durant l'année. Et nous soulignons aussi le travail de nos collaborateurs, parce qu'il faut bien le dire, l'Action nationale est une revue qui est très exigeante sur le plan de la qualité des textes, et nos collaborateurs sont tous bénévoles, et donc nous allons donc décerner un prix aux lauréats, mais nous voulons aussi souligner les contributions de 2 autres collaborateurs, dont nous allons décerner des mentions aussi à 2 autres personnes. Donc, voilà le plan de la soirée, puis nous compléterons tout cela, bien sûr, avec le verre de l'amitié que nous prendrons, j'imagine, vers 8h30. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Lamonde, qui va nous exposer les acquis intellectuels de Laurando en Europe. Est-ce que c'est vrai? Merci. Alors, le décompte est parti. Denis, tu nous préviens à 3 minutes de la guillotine. Je suis très heureux d'être ici ce soir parce que je considère André Laurando comme, d'un point de vue d'historien, comme probablement le plus grand intellectuel du Canada français. Et je connais assez bien ses avenues et mon appréciation de Laurando est sur un fond assez étendu. Je vais planter une seule idée en 15-20 minutes. On ne peut guère faire plus. Le voyage de Laurando à Paris de septembre 1935 à septembre 1937
est un voyage initiatique pour Lorando. Celui qui part en septembre 1935 est celui qui dirige indirectement les Jeunes Canada depuis décembre 1932. Et les Jeunes Canada ont mis 3 ans à voir clair dans ce qui était véritablement leur ligne politique, leur ligne nationaliste. Et donc Lorando publie en octobre 1935 un tract des Jeunes Canada qui s'intitule « Notre nationalisme » et qui est en quelque sorte le programme nationaliste des Jeunes Canada. C'est donc cet individu qui part, qui est à Paris en 1935, qui a formulé la réflexion nationaliste des Jeunes Canada et qui réflexion qui va jusqu'à la reprise et intensification de la réflexion sur la Laurentie. Idée qui est dans le paysage depuis les années 20 en pointillé et en 1932 dans notre nationalisme, Lorando et les Jeunes Canada, mais c'est Lorando qui signe, sont favorables à cette idée d'un nationalisme identifié à la Laurentie, c'est-à-dire un Canada français indépendant, si vous voulez, regroupant les milieux francophones du nord du Manitoba jusqu'au maritime, dans cette vallée laurentienne qui donne son nom à la Laurentie. C'est donc cet individu qui arrive à Paris en 1935, qui a déjà rencontré quelqu'un qu'il va retrouver à Paris, et qui est le philosophe Jacques Maritain. Et mon propos est essentiellement de vous dire comment ce Lorando, ce jeune Lorando, qui a formulé la doctrine, selon le terme de l'époque, la doctrine nationaliste des Jeunes Canada, c'est ce même Lorando qui va être ébranlé dans sa foi nationaliste et dans sa foi religieuse durant son séjour européen. Il le reconnaîtra formellement dans un article du Devoir en 1962, disant que c'est à cette occasion que j'avais perdu la foi nationaliste. Bon. Il fallait entendre la foi, disons, indépendantiste ou laurentienne, si je puis dire. Mon propos est de dire pourquoi Lorando commet-il ce Waterloo idéologique, intellectuel, durant son séjour en France, lui qui arrivait fortifié dans sa réflexion autour d'une démarche indépendantiste de plus en plus affirmée, même si tout le monde reconnaît à l'époque que cette notion de Laurentie, c'est une notion qui est en marche et qui demandera à être explicitée. Bon. Lorando a déjà une ferveur de journaliste. Si ses contributions quasi hebdomadaires à l'Action nationale et au journal Le Devoir l'aident financièrement à survivre, il est marié à l'époque, il vient de se marier, donc ces articles l'aident à survivre, elles lui permettent d'abord et avant tout de faire le tour des lieux intellectuels et politiques de la France du milieu des années 30. Alors, il rencontre Mounier, il rencontre Berdyaev, il rencontre le comte de Paris, Thierry Monnier, bref, ce qu'il y a des personnages intellectuellement, politiquement intéressants, il les rencontre, fait des entrevues, et à partir de là, publie une série, entre autres dans le Devoir, qui s'intitule « Pèlerinage
en vraie France, hein. C'est donc quelqu'un qui connaît très bien ce que sont les orientations idéologiques de la France des années 30, celle de Maritain, celle de la revue Esprit de Mounier, qui commence à paraître en 1932, Combat et mille autres revues et journaux. C'est donc un intellectuel très au fait des orientations intellectuelles françaises et européennes, mais surtout françaises, toutes orientées, tout azimut, allant de l'extrême droite au PCF, au Parti communiste. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, qui sait ce qu'il pense et qui confronte sa pensée à de nombreux horizons intellectuels. Il est là, en principe, pour des études, ce qu'il fait, et c'est ce qui est déterminant, entre autres, dans son orientation idéologique et politique et intellectuelle. Il est inscrit en philosophie à l'Institut catholique de Paris et suit les cours du philosophe Jacques Maritain. Et il est inscrit à l'École libre des sciences politiques où il suit les cours d'André Siegfried. Nous avons non seulement de l'information sur son voyage par la correspondance qu'il a surtout avec son père, Arthur Laurando, correspondance qui est tellement détaillée qu'elle prend la forme d'un journal quotidien, hein, et semaine après semaine, il envoie ce journal, si vous voulez, intellectuel, qui devient en quelque sorte une correspondance à cause de ce style de communication avec son père. Et on sait aussi ce qu'il pense parce qu'il écrit il écrit à l'abbé Groux un certain nombre de lettres décisives. Tout cela se trouve au centre de recherche Lionel Groux. Et à la fois par ces articles et à la fois par cette correspondance, nous suivons de façon exceptionnelle sa réflexion. Exceptionnelle parce qu'il est très rare pour un historien de pouvoir suivre à la trace une réflexion d'un individu. Siegfried a déjà publié, et donc on est dans 1935-37, Siegfried a déjà publié en 1906 un ouvrage sur le Canada, sur la scène internationale, et il va faire un nouveau livre en 1936. Siegfried est à mon analyse, est probablement le français qui saisit, l'intellectuel français, tout horizon confondu, qui saisit le mieux la réalité canadienne et canadienne-française, je dirais, entre 1900 et 1940. Il voit très bien comment le Canada et le Canada français sont à la jonction de trois héritages, français, britannique et états-unis. Mais Siegfried a un intérêt particulier pour le Canada anglais. Il est admirateur des institutions britanniques et il est l'année où Laurando suit son cours au Collège de France. Le cours qui est au programme porte sur l'État moderne. Et c'est cela qui va en partie influencer Laurando, de voir à la fois dans le cours de Siegfried et dans ses rencontres, il n'y en a pas de multiples, il y en a certainement au moins 3, dans ses rencontres individuelles avec Siegfried, il va voir l'admiration de Siegfried pour le Canada et le Canada sera pour lui un exemple de cet État moderne. L'autre influence, c'est celle de Maritain, dont il suit les cours à l'Institut catholique, et qu'il connaît au moins depuis 1900, qu'il connaît personnellement depuis octobre 1934, au moment où Maritain, à l'invitation d'Étienne Gilson,
vient faire des conférences au Canada français, à Montréal et à Québec. Et Maritain, le Maritain que l'on connaît habituellement au Québec est le Maritain du néo-thomisme, du thomisme, la nouvelle manière des années 20. Mais le Maritain qui est plus important que le seul philosophe, c'est le Maritain intellectuel, essayiste, et surtout, le Maritain qui est celui qui a servi d'intermédiaire entre Rome et Maurras et l'Action française de Paris en 1926, au moment de la condamnation de Maurras et de l'Action française. C'est donc ce Maritain qui vient en 1934 rencontrer les jeunes de la relève, Paul Beaulieu, Claude Urtubise, Robert Charbonneau, Laurando des Jeunes Canada, Jean-Charles Harvey, qui est à Québec et qu'il rencontrera chez KRU. Le Maritain qui vient en octobre 1934 a une phrase célèbre qui sera mémorisée par tous ceux qui vont parler de ce séjour d'octobre 1934. Il avait dit à ces jeunes de Québec et de Montréal, les devinant bien, orientés vers un renouveau nationaliste, il leur avait dit « Contentez-vous d'exister ». Évidemment, il y a une conception ontologique de l'existence chez Maritain que tout le monde qui était là en 1934 n'avait pas nécessairement compris. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux faire voir, c'est que le Maritain qui vient au Canada français à partir de 1934 est un Maritain qui est beaucoup plus près des jeunes de la relève, qui prennent une distance à l'égard du nationalisme, pas une distance totale, pas une rupture. Eux-mêmes continuent à s'intéresser à la question nationale, mais d'une façon autre que celle des Jeunes Canada ou de ceux qui relancent l'Action nationale en 1933. C'est donc ce Maritain qu'il faut avoir à l'esprit quand on rappelle que Laurando suit ses cours à l'Institut catholique de Paris. Essentiellement, donc, ce que je veux, l'idée que je voulais planter est précisément celle-là, celle d'un Laurando qui tire enfin ses idées au clair avec les jeunes des Jeunes Canada dans la brochure Notre nationalisme, et qui, à peine rendu en France, se retrouve dans un milieu européen et français où, à peu près tout horizon intellectuel confondu, on a une réserve à l'égard du nationalisme pour différentes raisons. La droite française, certains milieux de la droite ont des réserves à cause de la condamnation de l'Action française de 26 et de la disparition de l'Action française, canadienne-française de Montréal de 28. Le Parti communiste a d'autres raisons d'être opposé au nationalisme. Le comte de Paris a d'autres raisons d'être opposé au nationalisme. Bref, de prendre ses distances à l'égard de Maurras sur la question de la monarchie. Laurando est donc secoué par ces interrogations françaises et européennes, à telle enseigne que ces jeunes collègues des Jeunes Canada auxquels il écrit à l'occasion lui répondent deux choses. Par exemple, André, nous ne te reconnaissons plus, nous lisons des choses que nous comprenons difficilement. Et deuxième chose, lorsque au printemps 37, il en est à se demander que vais-je faire en rentrant au Canada, ben, il y a des jeunes comme Turville-Belzile qui lui disent, écoute, s'il y a un endroit où on ne te voit pas maintenant, c'est à l'Action nationale. Et pourtant, il vient de l'Action nationale, il remplace son père à la direction de la revue, et je m'arrête là. Et c'est la passerelle pour Pascal.
parce que je n'ai pas de capacité par rapport à le monde. Alors, effectivement, à son retour de. Le Rando était parti en France pour se former, pour pouvoir prendre la tête de l'Action nationale. Alors, à son retour, dès septembre 1937, il est à la tête de l'Action nationale. Et comme vous l'avez dit, M. Hier, son mandat est divisé en deux à cause des circonstances de la guerre, entre autres, et de son engagement au Bloc populaire canadien. Donc, la première partie de son mandat à la tête de l'Action nationale, c'est 1937, septembre 1937 jusqu'en 1942. Au moment où il va s'engager officiellement dans la Ligue pour la défense du Canada, puis plus tard, il va devenir député du Bloc populaire canadien. Et la deuxième partie, donc, c'est 1948-1954. Donc, après la guerre, il n'est plus député, il peut reprendre des engagements nationalistes, mais il est déjà directeur, pas directeur, mais rédacteur en chef du Devoir à cette époque. Ces deux périodes correspondent dans les faits à deux étapes bien distinctes, mais qui sont en continuité l'une de l'autre, de l'évolution personnelle et intellectuelle, de l'intellectuel de premier plan. Et à ce niveau-là, je partage votre opinion, M. Lamont, qu'André Landau a été l'intellectuel canadien-français le plus important. Donc, de l'intellectuel de premier plan que fut André Landau et que nous examinerons rapidement ici ce soir. Alors, plusieurs observateurs ont eu tendance, en examinant son premier mandat, à percevoir le Landau comme un individu en quête de renouveau intellectuel, politique et social, mais freiné par ses aînés et son public, dans sa tentative de reformuler le nationalisme canadien-français selon les principes du personnalisme français. Celui pour qui plusieurs ont rêvé d'un autre destin, et l'expression est de Fernand Dumont, aurait été conscrit par sa famille et son entourage à devenir le leader nationaliste qui a tant fait défaut au Canada français, au détriment d'une carrière intellectuelle ou artistique à laquelle il aspirait. Selon Jean-Louis Gagnon, par exemple, pour le Rando, l'Action nationale et le Devoir font partie d'un héritage imposé d'avance. Mais une telle lecture de la carrière de Rando à l'Action nationale fait bien peu de cas de l'autonomie personnelle d'un homme comme lui. Il est vrai que lors de son séjour en France, le Rando rêvait de faire de l'Action nationale l'équivalent de la revue française Esprit. Les conditions matérielles et intellectuelles ne sont cependant pas au rendez-vous, et le nouveau directeur va composer avec le lectorat traditionnel de la revue, qui reste encore dans ses années 30, bien conservateur. Les thèmes des enquêtes de l'avant-guerre donnent également à penser que les aînés ne sont pas loin. Corporatisme et coopératisme sont les solutions proposées par la doctrine sociale de l'Église à la fin des années 30 pour sortir de la crise. Et elles ont été adoptées rapidement par des intellectuels canadiens-français influents, comme Estras Mainville, alors président de la Ligue nationale, et le père Joseph Papert-Chambault, par exemple. Il est aussi vrai que lorsque la Ligue décide de lui confier la direction de la revue avant son départ en France, rien, à part son héritage nationaliste et familial, ne le destine à une telle fonction. Il a alors 23 ans, n'a aucun diplôme universitaire, il n'a jamais travaillé et ne sait rien faire de ses mains. Mais il veut se marier avec Guylaine Perrault, fille d'un personnage important du mouvement nationaliste, l'avocat Antonio Perrault, qui lui-même s'oppose à ce mariage d'amour justement à cause d'une inexpérience d'André, qu'il soupçonne d'être incapable de gagner sa vie et d'assurer l'avenir de sa fille. Il faut donc trouver un travail. À titre de directeur de l'Action nationale, le Rando peut tout de même compter sur son expérience de leader du mouvement de jeunesse contestataire dont vous avez parlé, les Jeunes Canada. Par ailleurs, qui d'autre qu'un jeune homme comme lui pourrait occuper la direction d'une revue qui demande tant de travail, alors que les autres membres de la Ligue sont débordés par leur propre activité professionnelle, et je pense que vous êtes plusieurs à savoir de quoi je parle ici. Conscient des lacunes du jeune fils Rando, tout autant que de ses qualités intellectuelles et personnelles, c'est dans cette perspective que la Ligue le mandate pour un séjour d'études de 2 ans en France. Rando, comme vous l'avez montré, en revient transformé. Mais s'il peut en revenir transformé, c'est qu'il s'est toujours distingué de ses contemporains par sa curiosité aiguë, entre autres, sa quête d'ouverture et ses perpétuelles remises en question. C'est ce qui lui a permis d'assimiler autant de connaissances, de courants de pensée et d'expérience lors de son séjour en France. Ces qualités sont bien présentes dès son premier mandat à l'Action nationale. Lorsqu'il prend la tête de la revue en septembre 1937, l'équipe qu'il trouve alors n'est pas fondamentalement différente de celle qu'il a connue avant son départ. Mais c'est lui qui mène la barque. Le nouveau directeur s'occupe de rajeunir la Ligue en y faisant rentrer ses amis. Dès 1937, Roger Duhamel et Gérard Filion, deux membres des Jeunes Canada, se joignent au groupe. En 1938, c'est le tour de François Albert Anger,
un jeune économiste, disciple d'Ezra Smithville, que vous avez sans doute tous connu, et que le Rondeau a lui-même connu à Paris. Ensemble, ces jeunes hommes revitalisent la Ligue et la Revue et seront de tous les combats jusqu'à la Ligue pour la défense du Canada en 1942. Fillon va s'éloigner plus parce qu'il est occupé ailleurs. Si le Rondeau doit faire la place à des préoccupations partagées par les membres de la génération précédente, comme le corporatisme, il ne peut pas que suivre le courant. Il a des projets pour rénover le contenu de la revue. Dès son premier numéro, il annonce lui-même ses propres couleurs. Il appelle les lecteurs à une collaboration vivante. Il refuse la censure éditoriale et rappelle qu'en dehors de quelques principes fondamentaux, il n'y a pas à dogmatiser. Il cherche à améliorer la teneur et le style des articles et veut éviter que la revue tourne en rond. En cette avant-garde tourmentée, le nouveau directeur se montre soucieux de mieux informer l'électorat traditionnel de l'Action nationale, susceptible de trop facilement se laisser séduire par les mouvements de droite et les fascismes européens. Il sollicite rapidement des intellectuels catholiques qu'il a connus en Europe pour traiter plus à fond de ces questions brûlantes. Il dégage lui-même ses propres points de vue dans ses éditoriaux, ses articles et ses autres chroniques et billets. Il critique sévèrement l'attitude du régime du Plessis dans la grève du textile de 1937. Il s'attaque aux libéraux qui associent la loi du cadenas au fascisme. Il dénonce autant l'anticommunisme primaire que la complaisance des élites canadiennes françaises envers les régimes fascistes et relève les dangers de l'américanisme. Il développe sa pensée au gré de l'actualité. Le Rondeau veut également faire une plus grande place à la littérature et requiert les services d'amis proches comme Hector de Saint-Denis-Garneau et Robert Charbonneau de la Relève pour des recensions. Mais l'actualité sort rapidement le Rondeau de ses projets de rénovation intellectuelle. L'entrée en guerre du Canada en septembre 1939 et le dépôt du rapport de la commission Rowell-Sirois vont prendre toutes les énergies de la revue durant les années de guerre et entraîner le Rondeau dans les contingences du combat quotidien. La crise de la conscription mettra fin temporairement à ces années de nationalisme intellectuel. Il s'engage directement dans l'action comme candidat et chef provincial du Bloc populaire canadien. Élu député, il doit quitter la direction de la revue. Ce n'est cependant que pour mieux y revenir en 1948. Mais ce n'est plus l'Action nationale qui assure le pain et le beurre de la famille de Rondeau. Autrement prestigieux, son poste de rédacteur en chef du Devoir lui procure sécurité financière et liberté d'action. Cette indépendance nouvellement acquise, conjuguée au fait que le Rondeau n'est plus le jeune homme fraîchement débarqué du bateau Le Remnant d'Europe, qui prenait les rênes de la revue 10 ans plus tôt, lui donne une liberté intellectuelle nouvelle. Son passage au Bloc l'a confronté aux réalités concrètes d'une société en pleine évolution et aux limites du nationalisme traditionnel. Il se lance alors dans un travail de réflexion sur la nature et les objectifs du nationalisme et introduit de nouveaux éléments dans les pages de la revue. On y trouve désormais une préoccupation pour les problèmes de la classe ouvrière, un questionnement du rôle social de l'Église au Canada français, ainsi qu'une redéfinition du nationalisme inspirée de la doctrine personnaliste française qui le réoriente vers l'esprit de gauche, entre gros guillemets. Dans ce processus de rénovation du nationalisme canadien-français, l'Action nationale et le Devoir jouent deux rôles distincts et complémentaires. Alors que la première est conçue comme un laboratoire de réflexion, le second se concentre sur l'application des solutions concrètes aux problèmes de la société québécoise et mène le combat contre Duplessis. Durant ces années, la revue examine en profondeur des questions comme l'immigration, la centralisation fédérale, la nature même de la Confédération et l'avenir possible peut-être de l'indépendance face à la Grande-Bretagne. On parle de l'indépendance du Canada, pas du Québec. La guerre froide et les tensions internationales qui en résultent sont également traitées. Fidèle à son rêve de diriger une revue du calibre d'esprit, le Rondeau tente à nouveau de renouveler le contenu culturel de l'Action nationale. Et comme dans les années 30, et malgré tous ses efforts, les chroniques qu'il introduit connaissent pour la plupart une durée éphémère. Mais déjà, André Le Rondeau est sur le point de quitter la revue qu'il a dirigée en tout près de 10 ans. Et cette fois-ci, c'est pour de bon. S'il a réussi à relever les niveaux des enquêtes, il n'a pas su une fois de plus en faire la revue d'envergure dont il rêvait. Les collaborateurs vont et viennent, les chroniques disparaissent, presque aussi rapidement qu'elles sont inaugurées, et décidément, les énergies de la revue sont mobilisées avant tout par la lutte contre la centralisation. Il reste peu de place pour les questions culturelles. Sa quête d'ouverture semble quelquefois se heurter à un mur. En a-t-il assez de cette revue et de l'équipe qui lui est attachée? Des années plus tard, il s'explique à François-Albert Angers, son ancien compagnon d'armes. Ma démission comme directeur de la revue ne tenait aucunement des motifs idéologiques.
je peux, je crois, résumer honnêtement mes motifs d'alors de la façon suivante. Premièrement, journaliste au devoir, ayant à m'exprimer chaque jour sur les problèmes de l'actualité, j'avais un peu le sentiment de me répéter à l'Action nationale. Ce n'était bon ni pour moi, ni surtout pour la revue. Mes activités professionnelles me laissaient peu de loisirs et je voulais consacrer ceux-ci à réaliser une vieille ambition de jeunesse, écrire. C'est donc pour cela que j'en suis arrivée, après de longues luttes amicales avec toi-même et d'autres directeurs de la Ligue, à donner ma démission. Certes, Laurando a pu éprouver une certaine lassitude par rapport à l'Action nationale, mais il était sans doute plus capable physiquement d'essayer de concilier ces différentes activités. Sans compter que le milieu intellectuel dans lequel il évolue dans les années 50 est bien loin de l'univers nationaliste traditionnel. Plus libre que jamais, l'homme mûr a choisi ses combats et son équipe. Que retenir de ces années cruciales dans la vie d'André Laurando? La formation et l'accomplissement d'un intellectuel qui n'a pas peur de bousculer les idées reçues, quitte à s'en trouver bousculé lui-même. L'Action nationale lui aura servi de terreau fertile sur lequel expérimenter ses idées et son talent. Il nous laisse l'exemple d'un intellectuel exemplaire, profondément enraciné dans la société qui lui a donné naissance, une société qu'il aime et qui guide ses combats. Un intellectuel pour qui prime avant tout la recherche de liberté intellectuelle, une quête d'ouverture aux autres et à lui-même. Un homme qui ne peut concevoir la vie intellectuelle sans l'engagement qui automatiquement pour lui en découle. Contrairement à ce qu'ont bien voulu penser ses admirateurs des années 50 et 60, André Laurando n'a pas subi l'engagement nationaliste de sa famille, il l'a choisi. Il lui a donné une autre couleur, une couleur sociale teintée de personnalisme, qui a contribué fortement à la transformation de la société québécoise dans les années qui ont suivi. Alors, merci Pascal pour cet exposé qui nous rappelle malheureusement plus souvent l'histoire Béguet, puisque ce que vous évoquiez concernant les problèmes que Laurando pouvait avoir avec la pérennité des rubriques à la revue, c'est un problème qu'on vit aussi au conseil d'administration de la revue. Donc, effectivement, c'est pas facile au Québec d'avoir en particulier des contributions dans le domaine culturel dans une revue comme la nôtre. Alors, ce soir, donc, j'ai le plaisir de compléter cette table ronde et je vais traiter une période qui est la dernière, en fait, celle de Laurando, de 1963 à 1968. Donc, c'est en réalité ses positions dans le contexte de la commission Laurando-Dunton. J'ai tenté, dans ma réflexion, inspirée bien sûr de mon livre, je n'ai pas réinventé la recherche sur Laurando là-dessus, j'ai tenté de voir quelle était à cette époque-là la position que Laurando adoptait vis-à-vis le séparatisme, vis-à-vis le bilinguisme et vis-à-vis l'autonomisme. Et je pense que ce que j'ai trouvé, moi, dans Laurando, c'est que les questions qu'il se pose, les problématiques qu'il analyse au début des années 60 sont les mêmes problématiques que la société québécoise vit aujourd'hui. Ce n'est pas très encourageant pour notre société, puisqu'on a l'impression qu'on tourne en rond en lisant Laurando. Mais ça peut peut-être être utile aussi. Ça peut nous éclairer sur certains choix stratégiques que les nationalistes ont fait dans le passé et qu'ils voudraient refaire aujourd'hui. Il faut bien ici se rappeler que la période, évidemment, c'est la période d'ébullition de la Révolution tranquille, c'est la montée de l'État québécois, c'est l'insatisfaction manifestée à l'endroit du fonctionnement du fédéralisme canadien, c'est aussi la montée des mouvements indépendantistes dans leur forme violente avec le FLQ et dans leur forme démocratique avec la fondation de trois partis, en réalité, le RIM, le PRQ et le Rassemblement national. Alors, dans cette ébullition, au début des années 60, comment Laurando va-t-il réagir face à ces nouvelles tendances? Alors, il a été, comme intellectuel, socialisé dans le cadre du nationalisme traditionnel.
son horizon a toujours été, dans le passé, le nationalisme canadien-français. Il s'inspire, il est fidèle à la pensée constitutionnelle de Lionel Groulx. Et ici, j'aimerais bien le rappeler, Lionel Groulx a bien déclaré « La Confédération, c'est nous qui l'avons voulu ». Pour une raison bien simple, c'est que c'est parce qu'il soutient la théorie du pacte entre les deux nations. Et donc, forcément, la Confédération devait être l'incarnation de ce pacte entre les deux nations. Ce qui rattache aussi Laurendeau au nationalisme traditionnel, c'est sa préoccupation constante pour la diaspora canadienne-française. C'est donc, en ce sens, un nationaliste canadien-français fédéraliste. Mais ce n'est pas un fédéraliste doctrinaire. Il est prêt à examiner, et ça, je pense que c'est conforme à l'esprit du personnalisme, il est prêt à examiner d'autres options, d'autres hypothèses pour l'avenir du peuple canadien-français. Et en particulier, dans les textes qu'il publie dans Le Devoir au début des années 60, il ne se braque pas contre le séparatisme. Il incite ses lecteurs à examiner cette option. Et c'est assez intéressant de constater qu'ils seront critiques à l'endroit de fédéralistes comme Pierre Trudeau, à qui il reproche d'associer le nationalisme au duplessisme. Donc, il y a eu là un saut qualitatif. On est passé du nationalisme traditionnel au néo-nationalisme axé sur la modernisation de l'État. Et donc, ça n'a rien à voir avec le duplessisme. Et là, je cite Laurendeau, et dans mon exposé, je vais le citer à plusieurs reprises, ce que je pardonne mal à un esprit de cette valeur, c'est sa volonté de ne pas comprendre et sa volonté de tout confondre. Donc, pour Laurendeau, la Confédération doit être réformée, doit être transformée, parce que l'évolution du fédéralisme a entraîné la centralisation et l'appropriation des champs de compétences provinciales. Et ma lecture des textes qu'il publie dans le cadre de la commission Laurendeau-Thomton m'amène à penser que ce qu'il réclame, c'est la reconnaissance de l'égalité politique entre les deux peuples fondateurs. À cet égard, d'ailleurs, j'ai trouvé des parallèles intéressants entre, et bon, étonnant, mais entre André Laurendeau et Daniel Johnson. Égalité ou indépendance d'un côté, c'est 65. Et Laurendeau, 63, 64, c'est l'idée que l'égalité politique doit être l'horizon de la réforme de la Confédération canadienne. Il faut aussi noter qu'il estime que le séparatisme est une option légitime et logique qui découle des dysfonctionnements du fédéralisme. Et là, je le cite encore une fois, le séparatisme comme mouvement d'opposition établit son utilité. Il force les hommes politiques fédéraux à aborder les problèmes sur lesquels ils restent d'habitude fort discrets. Donc, dans son esprit, en fait, d'après ma lecture, bien sûr, c'est la discrimination systémique dont sont victimes les francophones qui alimente la poussée séparatiste. Lui, le séparatisme est lié au dysfonctionnement du fédéralisme. Alors, il considère en quelque sorte que le séparatisme est utile. C'est un mouvement de pression qui peut servir à réveiller le Canada anglais. Mais ce n'est pas une solution réaliste au problème des Canadiens français. Et son hypothèse de travail, de réflexion est la suivante. La Confédération vaut, je cite toujours, la Confédération vaut mieux que la séparation, pourvu qu'elle soit refaite. Et c'est donc dans cet esprit qu'il va proposer de créer une commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1962. Cette idée est rejetée d'emblée par le gouvernement conservateur de Diefenbaker, mais comme Pearson arrive au pouvoir en 1963, la commission sera créée le 19 juillet 1963. Les trois objectifs qu'il explique lorsqu'il accepte la présidence de cette commission. Pour un intellectuel québécois, francophone, accepter la présidence d'une commission d'enquête sur la scène canadienne, c'était un défi et un dilemme important à relever. Et donc, il y a trois objectifs. Pourquoi il accepte?
Il veut instaurer une égalité réelle des langues dans l'administration fédérale, assurer une juste représentation des francophones dans la fonction publique et obtenir la reconnaissance constitutionnelle de l'égalité politique entre les deux peuples fondateurs. Alors, il choisit donc d'œuvrer à résoudre la crise canadienne. D'ailleurs, ce sera une des conclusions de son rapport préliminaire dans le cadre de la commission d'enquête. Il y a une crise au Canada et il s'engage donc dans cette voie pour résoudre cette crise parce que, dit-il, si on réussit à transformer le régime fédéral, on pourra, si ça réussit, rendre l'option séparatiste désuète et peu intéressante. C'est un pari qu'il prend. Réformer le fédéralisme parce que ça va rendre l'option séparatiste inutile. C'est toujours la même idée. La dernière chance. Réformer le fédéralisme, tenter une dernière fois, et il est conscient, et il l'explique, que s'il échoue, ça risque aussi de paver la voie au séparatisme. Alors, évidemment, il est confiant de pouvoir réussir. Il croit aussi dans une perspective personnaliste que la crise canadienne résulte en grande partie de l'ignorance et de l'incompréhension entre les deux peuples. Alors, la question des rapports de force objectifs, ça fait partie de son discours, mais ce qui l'amène à prendre des décisions, c'est l'idée que ça va mal au Canada parce qu'on ne se comprend pas. C'est toujours une vieille idée aussi qui traverse notre histoire, hein, les deux solitudes. Donc, on ne se comprend pas, on ne se parle pas, et si on se comprenait, on pourrait régler les problèmes. Donc, il veut en réalité convaincre le reste du Canada que les aspirations du nouveau Québec, le Québec moderne, sont des aspirations légitimes. Et il cite, bon, c'est dans le Devoir, le 25 juillet 1963, il cite ainsi le pari qu'il envisage, où nous sortons de l'enquête un peu plus séparatiste qu'auparavant, où nous en ressortons convaincus que la coexistence avec le groupe de langue anglaise est possible et mutuellement fructueuse. Pari clair. Si je réussis, on résout la crise, sinon, on va être plus séparatiste. Donc, on voit bien que Normando ne rejette pas le séparatisme comme avenir, horizon possible, mais il veut tenter autre chose avant d'adhérer à cette option. Normando voulait que la Commission formule des amendements pour répartir les pouvoirs dans un sens égalitaire. Ça, c'était l'objectif qu'il poursuivait. Je le cite toujours en 1963. Deux postulats se dégagent de l'idée force de cette commission. Que cette égalité n'existe pas et qu'elle est possible. Donc, l'égalité dans les faits n'existe pas, mais on peut la créer. Ce qui va différencier Normando des autres acteurs sur la scène fédérale canadienne, c'est sa définition sociologique de l'égalité. Le problème, à son avis, qui menace le Canada ne relève pas du statut des individus, mais ces problèmes proviennent des disparités entre les peuples qui forment le Canada. Et ce sera tout le problème au sein de la commission d'enquête. Cette approche ne fera pas consensus. Elle sera contestée et supplantée par une approche individualiste de l'égalité à l'instigation de Pierre Trudeau. Dans l'optique de Normando, aussi, c'est intéressant de constater que le bilinguisme n'est pas une question de droits individuels. C'est un problème qui exige des changements de structure. Et c'est pour cette raison qu'il tenait tant au biculturalisme qui devait être l'assise, le socle sur lequel repose le bilinguisme. Le fondement du bilinguisme devait être la reconnaissance de deux peuples au Canada et reconnaissance politique de deux peuples au Canada. Il soutient que l'État fédéral, ça ne suffit pas qu'il soit bilingue, parce que le bilinguisme institutionnel ne signifie rien s'il ne correspond pas à une nécessité pratique. Et pour cela,
Et je pense que Laurando est un peu l'inspirateur d'une notion que Robert Bourassa reprendra par la suite. Pour cela, il faut qu'il y ait deux sociétés distinctes. Deux sociétés qui coexistent sur un pied d'égalité. Et là, ça peut être paradoxal aujourd'hui, et je pense qu'on a oublié cette dimension de la vision du bilinguisme que pouvait avoir Laurando, mais pour lui, c'est l'unilinguisme français qui est la condition même d'un sain bilinguisme. Et là, je vais vous lire une longue citation. On est bilingue en Amérique du Nord si la possession des deux langues est vraiment utile. Or, cette utilité n'existe que si on doit avoir affaire à un groupe unilingue assez important de l'autre langue. Ensuite, un milieu ne possède sa langue que s'il y est immergé, qu'il s'en sert dans ses principales activités. L'expérience qui nous a été transmise jusqu'ici au Canada et que paraissent confirmer les expériences belges et suisses, et là-dessus d'ailleurs il avait rencontré beaucoup de gens en Belgique, il s'était beaucoup intéressé au problème du bilinguisme en Belgique. Donc, ces expériences belges et suisses établissent que le bilinguisme ne saurait vivre que s'il s'appuie sur deux unilinguismes, sans quoi le bilinguisme est une situation transitoire qui aboutit à l'unilinguisme du plus fort et du plus nombreux. Bon, voilà campé sa vision, bien sûr biculturaliste, égalité politique, deux nations, et bilinguisme institutionnel à condition qu'il y ait deux unilinguismes dans les sociétés distinctes. Ce projet, cette idée, cette vision ne sera pas intégrée dans les travaux et les rapports de la commission Laurando-Danton. Le mandat initial de la commission sera détourné. Le biculturalisme sera éliminé pour être remplacé par un multiculturalisme et finalement, on va axer les rapports uniquement sur la question de l'usage des langues officielles dans l'administration fédérale. Ceux qui vont faire prévaloir cette vision trudeauiste de l'égalité des individus sont Frank Scott et Jean-Luc Gagnon, qui va succéder à Laurando à la direction de cette commission d'enquête. Donc, Laurando n'a pas réussi à faire accepter sa vision biculturelle du Canada. Les travaux de sa commission d'enquête, par ailleurs, positivement, dans un certain sens en tout cas, ont réussi à fournir des arguments aux partisans du changement constitutionnel. On peut dire que même si Laurando a échoué dans son projet global à l'intérieur de la commission, toute l'opération a facilité le développement du nationalisme québécois et a contribué à la montée des revendications indépendantistes. Parce que, pour la première fois dans l'histoire québécoise et canadienne, les recherches, les travaux faits par la commission d'enquête ont montré, chiffre à l'appui, l'état d'infériorité économique, sociale et politique des francophones. Et donc, son impact sera considérable par la suite parce qu'on trouve là les raisons fondamentales du combat pour l'affirmation nationale québécoise. Et pour terminer, j'aimerais citer mon ami Louise Arel, qui témoigne en ces termes de l'impact de la publication du rapport de la commission BV. Le rapport de cette commission royale a fait prendre conscience à de larges secteurs de la population québécoise de son état d'infériorisation. Nous étions dans la colonne des moins sur à peu près tout. Moins fortunés, moins scolarisés, moins en santé. On peut donc dire, en conclusion, que le travail que Laurando a effectué à la commission Laurando-Danton n'a pas donné les résultats attendus, mais a servi de détonateur à la société québécoise. Merci.